Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Quand l'intégration des migrants passe par l'entrepreneuriat, c'est l'objectif d'un programme pilote lancé par Hub Brussels en juin 2023 qui leur propose un soutien et un accompagnement. Où en est-on pratiquement 2 ans plus tard? Quel est le profil de ces entrepreneurs? Quelles difficultés ont-ils rencontrées dans leur parcours et dans cette aventure? On va en parler ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Catherine Ivan-Kief, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet à Hub Brussels, le projet donc partenariat et financement pour l'intégration des migrants. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Rami Almidani, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui restaurateur, vous êtes aussi traiteur, donc vous êtes un entrepreneur dans l'Horeca. Première question pour vous, Rami, vous êtes donc arrivé en Belgique de Syrie en 2015. L'entrepreneuriat, c'est arrivé tout de suite ou alors il a fallu vraiment toute une réflexion, tout un parcours avant d'y arriver? Oui, en fait, c'était pas du tout l'idée. Moi, j'étais un étudiant de droit en Syrie. Je suis venu ici pour continuer mes études, avoir difficulté d'avoir l'équivalence pour les diplômes. Donc, j'ai dû recommencer à l'université. Je travaillais dans la restauration comme un job student. Et là, j'ai trouvé mon passion de Horeca, d'entrepreneuriat. Je trouvais que c'est vraiment idéal pour construire le rêve que j'ai toujours aimé, construire une vie en Belgique. Ouais, donc vous avez fui la Syrie et l'idée c'était quoi? La Belgique, est-ce que vous la connaissiez ou pas du tout? Pas du tout. C'était juste la chance, par chance. Moi, je fuis la Syrie, je ne savais pas où. Avant, j'étais en Turquie. Et puis, à un moment donné, on a décidé de venir en Europe pour les difficultés d'avoir un passeport, renouveler le passeport syrien à cause de la guerre. Et comme tous les réfugiés, on a pris le chemin vers l'Europe, la Grèce. Mais après, juste les conséquences qui m'ont ramené ici, une bénévolat qui travaille avec Caritas, que j'ai rencontré dans mon chemin en Croatie, qui m'a conseillé de venir ici parce qu'elle avait la famille ici. Et, voilà, et donc pour vous, la Belgique, c'était une terre inconnue, quoi? Inconnue, oui, tout à fait. Donc on imagine le choc que ça a dûu être pour vous au début. Déjà, le choc de... le froid et la langue, parce que je ne savais pas quelle langue on parlait en Belgique, c'est quoi le capital, donc voilà, c'était un parcours un peu difficile au début. Oui. Ouais, alors que Catherine, vous qui êtes chargée de ce projet finalement à Bruxelles, est-ce que le parcours de Rami, ce que vous en entendez jusqu'ici, ça vous semble un peu exemplatif de ce qu'on peut rencontrer, de ce que vous avez rencontré? Oui, tout à fait. Mais donc, par exemple, Rami qui citait la difficulté d'obtenir une équivalence de son diplôme étranger obtenu en dehors de l'Union européenne, ça, c'est typiquement voilà, des échos qu'on peut avoir des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui arrivent ici en Belgique, qui ont un projet, mais qui rencontrent vraiment différents obstacles dans leur parcours. Ouais, et donc, très, très difficile de faire reconnaître. Vous étiez étudiant en droit, il y en a d'autres qui sont ingénieurs ou autres, mais pour obtenir la possibilité d'exercer leur métier en Belgique, c'est très compliqué. Oui. Alors, ce qu'il faut saluer, c'est la décision de la région bruxelloise début de l'année dernière qui a supprimé l'accès à la gestion de base à Bruxelles. Donc ça, c'est déjà un frein qui a été levé. Mais pour toute une série de professions, il y a quand même des compétences professionnelles à prouver. Et c'est très difficile d'avoir ces compétences, de prouver ces compétences sur base de diplômes obtenus hors Europe. Parce qu'alors il faut passer par un système d'équivalence qui est quand même assez long et assez coûteux. Il faut par exemple transmettre des documents originaux qui ne sont pas toujours disponibles, surtout quand on est arrivé voilà, dans des conditions en tant que réfugié, en ayant quitté peut-être le pays un peu précipitamment. Une autre manière de prouver ses compétences, ce sont les expériences professionnelles. Mais là aussi, quand l'expérience a été acquise à l'étranger, c'est pas évident de la faire valoriser ici en Belgique. Donc ça, c'est vraiment un frein important. Après, voilà, il y a différents obstacles, mais voilà, ces obstacles administratifs, c'est important. Ouais, on s'en rend compte. Et vous y avez été confronté à ces différents obstacles, puisque vous étiez étudiant en droit, puis quand vous êtes arrivé en Belgique, vous avez étudié à la KU Leuven, et puis à l'ULB, à un moment donné, l'idée c'était d'exercer ce métier, avocat ou autre. Donc, quand je suis venu ici, c'était déjà lancé tout
de toute première étape, c'était difficile parce qu'en Belgique, il faut déjà parler le français ou en anglais pour faire le droit en bachelier parce qu'il n'y avait pas un programme en anglais. Donc, pour ça, j'ai commencé à KU Leuven en philosophie. Après, je dis non, moi, voilà, j'aime bien le droit. Pour ça, j'ai pris les cours préparatoires français à ULB. J'ai fait 1 an là-bas. Mais c'était un chemin très long pour moi. 5 ans, après j'avais ces couteaux, comme vous avez dit, ça prend le temps, ça prend les 5 ans de nouveau. Et j'avais des responsabilités financières, soutien de ma famille. Et après, quand on arrive en Belgique, quand on est un migrant, mentalement, on n'est pas encore prêt pour lancer la vie. Il faut déjà être subtil. Et donc, c'était vraiment l'idée de continuer mes études, mais après, j'ai dû arrêter parce que j'ai dû travailler. Mais j'avais la chance que je travaillais dans un truc que j'aime bien, j'adorais. Okay. Et j'ai pris le métier, oui. Alors, on le voit là, une entreprise liée à l'Horeca. Vous avez d'abord créé un traiteur et puis votre maman vous a rejoint. Et vous avez aujourd'hui ouvert en plus un restaurant à Tervuren. Est-ce que l'Horeca, c'est vraiment un secteur qui est souvent choisi par ces personnes, ces migrants? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le cas. On a quand même rencontré pas mal de porteurs de projets avec effectivement des activités, des envies dans l'Horeca, dans le commerce. Mais on a aussi des profils plus pointus, parfois des consultants en informatique par exemple. Donc c'est quand même assez diversifié. Mais c'est sûr que c'est des métiers, des secteurs qui attirent. Oui, parce que quand je vous entends, Catherine, j'ai l'impression que les personnes que vous avez accompagnées, elles étaient quand même, elles étaient diplômées, elles avaient des qualifications. C'est souvent le cas? C'est souvent le cas. En fait, on se rend compte que, en tout cas en Belgique, la proportion des personnes d'origine étrangère, enfin avec une nationalité d'origine étrangère hors Union européenne, sont en grande partie diplômées de l'enseignement supérieur. Et donc, on a environ une trentaine de pourcents de diplômés de l'enseignement supérieur parmi cette population. Et donc, effectivement, il y a tout un vivier de compétences et de talents qui pourrait être davantage valorisé de manière économique, que ce soit sur le marché du travail ou via l'entrepreneuriat. Ouais. Alors on va voir un autre projet qui a pour mission finalement d'employer des migrants, c'est le projet Refugees. Il a été hébergé dans votre pop-up restaurant de Brussels et maintenant c'est devenu un véritable restaurant. Mais nous on avait rencontré le fondateur au moment où il était installé dans votre pop-up restaurant, c'était en 2022. Je vous propose de revoir cet extrait d'un reportage qu'on avait réalisé à l'époque. Abdul Rahman Al-Yassem était chef cuisinier en Syrie. Il a dû fuir son pays à cause de la guerre par bateau en traversant la Méditerranée. Cela fait 7 ans qu'il est arrivé en Belgique. J'ai fait 2 années avec Refugee Food Festival. Et voilà, c'est chouette, c'était bien passé. Et voilà, après Arthur, il a demandé... le responsable du Refugee Food Festival, s'il sait un chef de cuisine, il a un statut de réfugié, mais aussi il veut bien travailler dans un restaurant pour améliorer son expérience. Les chefs cuisiniers réfugiés se succèdent chaque mois, l'occasion pour eux de faire découvrir aux Bruxellois leur culture et leurs traditions grâce à leur talent gastronomique. Le projet est super sympa et puis nous, ça nous donne accès à plein de choses. On a leurs recettes, leur cuisine, leurs envies qui ont vachement voyagé. Ça donne une autre approche à la fois de la gastronomie et de la restauration, surtout dans le centre-ville où il y a tendance à avoir des restos qui sont un peu plutôt axés sur le tourisme et un peu basiques. Le concept est installé dans le food incubateur Cocotte. Au total, 30 places assises dans ce petit pop-up restaurant qui permet aux jeunes entrepreneurs comme ce jeune Parisien de tester leur concept avant de se lancer. Le but est vraiment de garder les chefs. Donc Abdul travaille avec nous tout le temps. Il est en temps plein et voilà, on est une vraie équipe. On aimerait ensuite développer le projet et engager de plus en plus de chefs de cultures différentes. Voilà, donc vous les connaissez, les responsables de ce projet? Oui, je connais le chef aussi, oui, bien sûr. Oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans un événement avec France for Good au Credal, parce qu'on participe aussi à l'événement, et je connais le chef parce qu'on travaille ensemble. Ouais. Et là, pour vous qui étiez étudiant en droit, l'Horeca, ça s'est imposé à vous à un moment donné? Vous avez vu ça comme une porte d'entrée pour créer votre entreprise? Oui et non. Franchement, quand je commençais, moi j'adore cuisiner avant. Pour moi, cuisine, c'est un pour me détendre.
Après, je travaillais dans la Horeca. C'est pas vraiment de la cuisine, c'est l'entrepreneuriat qui m'a attiré. C'est lancer un projet starter. Après, les restaurations, c'est un place très facile, difficile, je veux dire. On invite les gens chez nous. On va chez les gens parce qu'on fait traiteur. On porte nos plats, nos histoires, mais aussi des choses à dire. C'est pas que les plats. Après, les gens viennent ici, pas juste pour manger, pour écouter des histoires, pour voir des gens qui sont motivés de travailler, plein d'histoires, plein d'énergie, quoi. Ouais, et donc effectivement, il en faut de l'énergie. Alors on a déjà parlé avec vous, Catherine, des difficultés administratives. Il y a aussi pouvoir monter son projet, pouvoir le financer. Alors ça, c'est difficile pour tous les entrepreneurs. Est-ce que c'est encore plus difficile pour ces migrants, ces réfugiés qui se lancent? Oui, clairement, il y a des difficultés supplémentaires. Les difficultés linguistiques, premièrement. Donc, si on doit attendre de maîtriser parfaitement le français ou le néerlandais quand on arrive à Bruxelles avant de pouvoir travailler ou se lancer, on peut être retardé de plusieurs années. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en place des structures et de l'information multilingue. Donc, de pouvoir donner des sessions d'information comme on l'a fait en anglais ou avec des traductions en arabe ou en ukrainien. Pareillement pour l'accompagnement, c'est important de pouvoir accompagner les personnes à minima en anglais, en tout cas dans un premier temps. Et puis on parlait de financement, mais ça c'est un frein qui peut être important pour des migrants, des primo-arrivants, puisque ces personnes n'ont pas forcément d'historique bancaire en Belgique, n'ont pas de garantie matérielle à apporter auprès de la banque, n'ont pas forcément non plus le réseau professionnel qui leur permet d'ouvrir certaines portes. Et donc en termes de financement, l'alternative c'est le microcrédit. Donc il y a plusieurs possibilités à Bruxelles. Là sur ce projet européen, on a collaboré avec Microstart, qui offre du financement et de l'accompagnement avant et après l'octroi de crédit. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir soutenir ce type d'initiative, mais peut-être d'aller aussi un pas plus loin, parce que le microcrédit, c'est limité en termes de montant également. Donc, on parle de 15 000 ou maximum 25 000 euros. Mais pour certains projets, c'est trop peu. Donc là, dans nos recommandations, on aimerait qu'il y ait d'autres systèmes qui soient développés pour faciliter l'accès au financement. Oui, alors vous aviez parlé de Credal, c'est c'est cet organisme-là qui vous a accordé un microcrédit. Ça a été compliqué pour vous, cet accès au financement? C'est pas l'accès au financement, c'est l'accès aux informations, parce qu'il y a beaucoup de... Accès à l'information. Oui. Je raconte beaucoup des gens qui sont émigrés, gens qui travaillent pour nous, qui vont bien lancer leur projet, qui sont en difficulté à trouver où on commence. C'est quoi la première étape? Et il y a beaucoup d'organismes qui aident à trouver le chemin, mais déjà trouver les organismes qui aident à trouver les temps, la langue. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, pas tout le monde peut prendre la langue dans 3, 4, 5 ans. Des fois plus, des fois moins. Oui, pour vous, c'était essentiel. C'est par là que vous avez commencé, par l'apprentissage de la langue, parce qu'aujourd'hui, vous parlez français, vous parlez aussi néerlandais. C'était une volonté de votre part de maîtriser les deux langues nationales? Oui. C'est pas si courant, c'est pas si courant. Non, mais après, on travaille Bruxelles, Flandre et Wallonie, donc je suis quand même obligé, d'une manière, mais c'est un plaisir d'apprendre les deux langues. Ça facilite les choses, franchement, parce qu'avant, on était à Bruxelles, maintenant, mon deuxième projet, c'est à Tervuren, déjà actuel. Donc, c'est offre des portes. Après, comme je dis, j'ai rencontré à Bruxelles Barami. Je travaillais à centre-ville dans un resto. Mon meilleur ami, le patron, il m'a dit, mais demande 18-19 à l'époque. Et j'ai appelé, ils m'ont donné un rendez-vous. Et eux, ils m'ont dit, voilà, il y a Credal. Franchement, j'ai pris un microcrédit, 15 000 euros, qui c'était pas top. C'était pas assez pour vous, en fait. C'était pas assez pour vous à la base. C'est un four rationnel qui coûte 15 000 euros. Mais pour lancer, la première étape, c'est déjà énorme, parce que déjà les intérêts sont pas très élevés, il y a subside, mais qu'est-ce qui est plus important que les finances? Les coachings, parce que j'ai eu un coaching de France for Good pendant 1 an et demi, 2 ans, gratuitement. Et quel type de coaching avez-vous? Financement et marketing. Marketing chez Hub Brussels pendant la première année, et après financement, j'ai un coach, vraiment coach, qui les gens, ça coûte normalement, mais c'est un coach privé, on va dire. Je l'appelle, j'ai un conseil, il m'a fait un business plan, développer les business plans, développer les projets. Donc, c'est plus important que l'argent parce qu'il y a beaucoup des immigrants qui viennent ici,
réfugiés ou pas réfugiés, qui voulaient lancer un projet, mais c'est pas où. Après, il y a un côté administratif qui est, pour moi, je parle de langue, c'est difficile. Donc, imaginons quelqu'un qui vient de lancer. Oui. Alors là, on a l'impression que vous avez finalement, vous me dites beaucoup, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné l'info, j'ai rencontré cette bénévole en Croatie qui m'a dit, viens en Belgique. Il y a beaucoup de chance et de hasard dans votre parcours aussi. Enfin, c'est les chances, mais aussi il faut oser les choses. Hein. Moi, j'ai une question, on ose. Comme j'ai dit, il faut déjà être motivé pour se développer un projet. Après, trouver les bonnes personnes avec les bonnes informations, avec les bons détails. Parce que ça reste un problème, ça, Catherine, parce qu'on a l'impression que, oui, on vous connaît, Brussels, mais finalement, dans un parcours comme ça d'entrepreneuriat, c'est pas si évident que ça. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment le premier frein qui revient auprès des personnes qui nous sont remontées. C'est vraiment cet accès à l'information fiable. Les personnes, généralement, ne savent pas par où commencer. Quelles sont les autorisations, comment elles peuvent être financées, etc. Et donc là, on a beaucoup travaillé, justement, à communiquer envers les personnes d'origine étrangère, avec une nationalité étrangère, parce qu'on a vraiment identifié qu'il y avait un besoin et qu'il y avait encore peu de choses mises en place, peu d'actions pour viser ce public cible, où effectivement, comme je le disais, il y a vraiment un vivier de compétences et de dynamisme entrepreneurial. Et donc, c'est important de faire connaître les services de Brussels auprès de ce public cible. Et donc, on a beaucoup travaillé sur des campagnes de communication ciblées sur les migrants, les primo-arrivants, pour pouvoir les toucher directement. Oui. Alors, vous me l'avez dit en préparant cet entretien, vous avez aussi, à un moment donné, dans votre parcours, créé des associations pour finalement aider à la création de projets ou aider en tout cas à l'intégration. Oui, donc toujours on a gardé un corps social. La première chose que j'ai lancée ici en Belgique, c'était 2017. C'est pas moi qui ai créé, c'était deux amis qui ont lancé ça. Moi j'étais là pour aider au lancement, comme je suis un réfugié. C'était un ASBL, ça s'appelait Our House Project. Et c'était vraiment au corps de accueillir les gens nouvel arrivants avec l'intégration de la cuisine. Donc les gens viennent, cuisinent, on fait un catering, événement, et l'argent qu'on gagne, on investit dans l'entreprise pour développer le projet. Et ça a duré jusqu'au Covid. Après le Covid, il est venu et ça tue tout. Au même année 2020, ma mère, elle était venue. Donc c'était la porte de chance que j'ai rencontrée ici. Ma mère, elle est comptable. Elle a travaillé comme économiste. Mais elle ne parle pas ni français ni néerlandais. 52 ans, c'est très difficile déjà de faire l'équivalence, apprendre la langue, 3 ans, puis faire l'équivalence. Mais elle adore cuisiner. Toute sa vie, depuis la Syrie, elle adore cuisiner. Et donc vous vous êtes associés, quoi? C'est venu naturellement? Naturellement. J'ai dit, voilà, maman, tu veux qu'on lance? Elle a dit oui. Et c'était vraiment catering. Et on a commencé un projet service à domicile ou en entreprise. Et ça a grandi. Et c'était concentré sur la femme immigrante qui vient ici avec un diplôme ou sans diplôme, mais ils ont difficile à trouver un job parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Et c'était ça notre idée. Alors dans le parcours, on sait que c'est pas toujours simple. Vous l'avez expliqué, vous avez parlé de problèmes administratifs, l'apprentissage de la langue. Est-ce que vous avez fait face aussi à la discrimination, au racisme dans votre parcours? Non. En Belgique, non. Franchement, c'est rare. Je sais que ça existe, mais moi, non. Après, tous mes clients sont 100% européennes. Je fais un catering dans une entreprise multinationale. Je n'ai jamais rencontré, non. Vous avez de la chance, parce que c'est des choses, j'imagine, qui vous reviennent, ça, dans l'accompagnement, à un certain moment. Oui, tout à fait, de la discrimination, directe ou indirecte, que ce soit sur le marché de l'emploi ou dans l'entrepreneuriat. Il y a certains préjugés, effectivement, qui peuvent freiner les personnes. Peut-être dans la manière de se présenter, dans le fait de ne pas avoir tout à fait le bon vocabulaire économique, etc. Ça peut venir aussi créer des barrières. Et donc, c'est important aussi que les structures de terrain qui accompagnent et qui soutiennent les entrepreneurs soient conscients de ça et puissent aider à effacer ces biais et ces discriminations. Donc vous en êtes conscient, mais vous ne l'avez pas vécu, quoi. Tant mieux pour vous. Moi, je n'ai pas vécu, une fois peut-être, ou 2 fois, comme j'ai fait mon permis de conduire, mais une fois, des mots racistes, oui, ça arrive. Ou un resto, ça arrive aussi, des gens disent n'importe quoi, ça arrive. Mais je sais aussi, il y a des gens qui racontent un problème
lancent leur projet et les gens viennent bas parce qu'ils sont réfugiés, ils sont immigrants. Et ou des fois, même de la côté administratif, à la commune, on rencontre des problèmes, autorisation. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de compréhension. Voilà, voilà. Alors l'idée, Catherine, avec ce projet pilote, c'était de donner 300 microcrédits. C'était l'objectif de MicroStart en 2 ans. Est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que MicroStart y est arrivé à ce cap des 300 entrepreneurs? Alors le cap, donc, ce cap-là n'a pas été atteint. Mais on est dans un projet pilote et donc au niveau du pouvoir subsidiant, donc, qui est l'Union européenne et la CEB, donc la Banque de développement du Conseil européen, la logique était vraiment de tester des choses et de voir effectivement ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner et de pouvoir se réadapter au fur et à mesure. Donc on ne le vit pas du tout comme un échec. Donc au niveau de MicroStart, il y a eu 152 personnes accompagnées et formées donc de nationalité non européenne et 48 projets financés. Donc je trouve que c'est déjà quand même un beau résultat. Et au niveau des séances d'information qu'on a données de manière multilingue, comme je le disais, on a informé plus de 1500 personnes sur l'année et demie du projet. Oui, et difficile de dire si effectivement dans le temps ces projets vont aboutir. Vous êtes encore un peu le nez dans le guidon, si je puis me permettre. Oui, on n'a pas encore beaucoup de recul. Et de manière générale, on sait qu'entre le moment où la personne a l'idée d'entreprendre et le moment où elle concrétise, il peut quand même y avoir une période de 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Donc, c'est des processus qui prennent du temps. Là, on n'a pas encore forcément de recul, d'autant que nous, on a vraiment cette mission d'information. Donc, on rencontre les gens vraiment à une étape parfois assez précoce dans leur projet. Mais voilà, on est convaincu en tout cas de la nécessité d'offrir ce type de service parce qu'on voit que nos séances d'information, notamment en anglais, se remplissent tous les mois et il y a vraiment voilà, beaucoup de demandes et beaucoup de questions auxquelles on peut répondre. Oui, alors Ami, depuis que vous êtes arrivé, il s'est passé beaucoup de choses dans votre pays d'origine. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est parti, donc il a quitté. C'est un autre président par intérim qui est à la tête du pays aujourd'hui. Est-ce que votre vie future, vous l'imaginez en Belgique aujourd'hui, ou alors un retour au pays n'est pas exclu? Honnêtement, comme je dis, je suis fier belge, d'origine syrienne. Donc ma vie est ici. J'ai les restaurants de Nafoura qui marchent très bien. On invite les gens, comme chez nous, c'est notre petit pays à visiter. Et le traiteur aussi. Donc ma vie, elle est construite ici. Je suis très fier de ce que j'ai reçu ici, qu'est-ce que la Belgique m'a donné aussi. Pourquoi pas visiter la Syrie? Pourquoi pas apporter des idées, des projets, des compétences que j'ai appréciées ici, ramener à la Syrie pour aider à développer le pays, mais pas de la prochaine future. Et oui, ça sera toujours. Les deux sont mon pays. Je suis belge-syrien. Alors Catherine, vous le disiez, c'était un projet pilote. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pérennisé? Est-ce que vous continuez à suivre les candidats entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont déjà monté leur entreprise? Et donc, le fait d'avoir obtenu ce financement dans le cadre du projet pilote, ça nous a vraiment permis d'accélérer les choses et de booster nos actions envers un entrepreneuriat plus inclusif. Ce financement, il s'est terminé fin 2024. Donc, c'est vrai que voilà, ces moyens supplémentaires qu'on a eus, on ne les a plus, mais on peut vraiment capitaliser dessus. Donc, je prenais l'exemple des séances d'information multilingues. On les continue en anglais. On continue également à les donner avec une traduction en ukrainien en collaboration avec un comité de réfugiés ukrainiens. On a pris toute une série de contacts avec des organismes de terrain qui, là, voilà, continuent à vivre et donc le projet ne s'arrête pas. Ouais. Alors, juste une dernière question pour vous, Rami. Vous avez vraiment l'impression que cette activité que vous avez créée, ça a été une porte d'entrée pour votre intégration Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Pour moi, pour beaucoup de gens, maintenant on est 12-13 personnes qui travaillent. Je travaille avec Vidazil, avec VDAB, et j'ai beaucoup des immigrants qui travaillent avec nous et ça nous fait plaisir et toujours j'apprends et j'aime bien aussi donner formation pour les gens. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci aussi pour votre expertise. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.